Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Défense. On va parler ce soir de sécurité et de sport, bien évidemment après le pogrom contre les supporters du Maccabi Tel Aviv et ce match de foot entre la France et Israël sous très haute protection. Alors je me tourne immédiatement vers vous, Anna Papiashvili, bien évidemment. C'est un match quasiment à guichet fermé, guichet autour des policiers. Oui Mathias, un dispositif sécuritaire hors norme pour un match sous haute tension. Environ 4000 policiers et gendarmes seront mobilisés, parmi eux beaucoup d'unités de forces mobiles, que ce soit des CRS ou encore des gendarmes mobiles. Cela représente 2 à 3 fois plus que pour un match normal. Ces effectifs seront donc en grande partie déployés aux abords du Stade de France, mais aussi, et c'est plus rare, à l'intérieur de celui-ci. Aux forces de l'ordre, s'ajouteront 1500 agents de sécurité au sein de l'enceinte employée par la Fédération française de football. À l'extérieur, le dispositif prévoit plusieurs sas de sécurité avec des contrôles d'identité, des fouilles et des palpations. Il faudra prendre son mal en patience pour les spectateurs. Les forces de l'ordre seront également très présentes dans les transports en commun et les rues de Paris. Des moyens spéciaux seront également mobilisés en renfort, tels que des drones ou encore des brigades équestres. Les autorités françaises ont d'ailleurs organisé une réunion avec l'ambassade d'Israël pour coordonner aussi au mieux le déplacement des supporters israéliens. Des policiers israéliens seront aussi présents, mais en nombre très limité, pour assurer la sécurité de ceux faisant ce déplacement jusqu'à la capitale française, mais également ils s'occupent aussi de la sécurité de l'équipe israélienne, évidemment. Et puis tout cela, une semaine après, on le sait, les violences qui se sont déroulées, ces violences antisémites à Amsterdam. La délégation de football, donc je l'ai dit, israélienne, est aussi protégée, notamment par le raid et par des forces de sécurité israéliennes. On sait qu'aucun drapeau palestinien n'est autorisé dans l'enceinte du stade. Seuls les drapeaux français et israéliens seront acceptés. Les messages aussi à caractère politique sont interdits. Laurent Nunez, le préfet de Paris, insiste. Les spectateurs peuvent venir pour ce match en toute sécurité. On attend entre 15 et 20 000 spectateurs pour ce match France-Israël au Stade de France. Merci beaucoup Anna, et grâce à vous on sait désormais d'ailleurs aussi que le préfet de Paris et le ministre de l'Intérieur seront dans le PC sécurité pendant tout le match. Alors ça c'est pour le match, et l'avant-match, Benjamin Petrover, on vous retrouve en plein Paris, vous nous expliquez, en Île-de-France pardon, et vous nous expliquez que c'est quasiment une prison dorée pour les joueurs de l'équipe nationale israélienne. Bonsoir Mathias, et oui, c'est sous très très haute sécurité que l'équipe israélienne s'est entraînée jusqu'à la dernière seconde dans un lieu tenu secret. Je me trouve actuellement dans une commune d'Île-de-France dont je ne peux vous dévoiler le nom. Autour de nous, des policiers par dizaines, des camions de policiers par dizaines, et au milieu, un stade où les Israéliens se sont entraînés. On peut dire d'ailleurs qu'ils sont dans une véritable prison dorée, car en étant à Paris depuis le début de la semaine, ils n'ont même pas eu l'occasion de se rendre simplement sur les Champs-Élysées ou se balader au cœur de Paris, car il leur est interdit de sortir de cette zone qui les entoure. Cette zone, c'est leur hôtel, un bus qui les emmène à la zone d'entraînement, qui les ramène à leur hôtel, et encore un bus qui les emmène au Stade de France. Et c'est tout. Ils ne peuvent rien voir d'autre, tant la sécurité est renforcée. Il faut rappeler que le contexte est extrêmement tendu. J'étais encore le week-end dernier à Amsterdam. On a vu ces images absolument terribles de lynchage et de pogrom contre les Juifs et les Israéliens. Et cette fois-ci, c'est à Paris que les autorités françaises veulent éviter un tel drame. Aussi, la sécurité française n'ont pas fait du zèle, mais veut aller jusqu'au bout de la sécurité. D'ailleurs, autour de nous, on entend des hélicoptères qui survolent régulièrement la zone. Et même les voisins, des passants avec qui j'ai échangé, ignorent totalement pourquoi des policiers sont en ce moment dans leur quartier. Même eux ne savent pas que les équipes israéliennes se sont entraînées ici, en Île-de-France. Merci à vous, Mickey. Alors je prends la direction de Mickey, merci Benjamin, je prends la direction de Mickey Weinberg. Merci d'être avec nous. Plus de 25 ans passés à la tête de l'unité 730 de protection rapprochée du Shabak. Est-ce que c'est exceptionnel que le Shabak soit aux côtés de la sélection nationale israélienne ?
לא, זה לא יוצא דופן, כי Non, ce בעבר... n'est pas exceptionnel. Dans le passé, jusqu'à 2012, si je ne m'abuse, le Shabak a assuré la sécurité d'une partie des équipes du basket israélien jouant à l'étranger, en particulier Maccabi Tel Aviv, parce que ces équipes étaient considérées comme le ministère des Sports, comme une délégation officielle, si vous voulez, ou de l'État national, et donc le Shabak doit assurer leur sécurité. Depuis 2012, les équipes ont commencé à se sécuriser elles-mêmes. La décision a été que le Shabak n'assurait plus la sécurité des équipes à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. Et les équipes ont loué des services de sécurité privés qui ont assuré leur sécurité pendant tous leurs déplacements pour des matchs à l'étranger. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Et donc là, ça a été à nouveau soulevé après ce qui s'est passé à Amsterdam, à Paris. Racontez-nous comment ça se passe. Parce qu'on connaît les déplacements des premiers ministres, mais lorsque une équipe nationale de football arrive, c'est quasiment 40 personnes qui se déplacent. Comment on les surveille ? Alors, faisons la distinction entre la sécurité de l'équipe, que ce soit de football ou de basket, et les supporters. Comme je l'ai dit, ces dernières années, les équipes assurent leur sécurité avec des sécurités privées, donc l'assurance de sécurité de la délégation, avec des gardes selon le nombre des membres de l'équipe et des entraîneurs, joueurs, etc. 30 ou 40, on prend suffisamment à ce moment-là d'agents de sécurité et qui savent assurer la sécurité d'une délégation, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, même si c'est pas toujours simple, et ces sociétés de sécurité privées ont l'expérience et la capacité de faire les choses bien faites. Pour ce qui est des supporters, eux, ils ne sont pas protégés. Et là, c'est un vrai problème. D'abord, l'État d'accueil est responsable de l'accueil et de la sécurité des équipes, mais des supporters aussi. Ce qu'on a vu à Paris, c'est que les services de sécurité locaux n'ont pas assuré la sécurité des supporters comme nécessaire, bien que dans la presse, on a dit qu'il y avait eu des alertes lancées et qu'on savait que c'était une attaque qui était planifiée et qu'elle allait arriver. Est-ce que vous pensez que c'est un échec, justement? Parce que visiblement, le ministère, par exemple, de la diaspora avait lancé des alertes. Est-ce que le Maccabi Tel Aviv aurait dû demander au Shabak de les protéger, ou alors c'était à l'État de dire pas de supporters sur place? Non, l'échec, c'est pas un échec de protection de l'équipe. Comme je l'ai dit, la sécurité est de domaine privé. Et je pense que le Shabak a fait une évaluation et a décidé que la sécurité de l'équipe était suffisamment assurée. Rappelez-vous aussi qu'une équipe est tout le temps ensemble. Maccabi Tel Aviv, ils sont tout le temps ensemble, par exemple. Ils vont au stade ensemble, ils ne sortent pas du stade sans qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Donc eux, ils sont protégés de manière correcte. Pour les supporters, ça c'est un défi énorme. Et là, c'est un énorme échec des forces de sécurité locales qui avaient tous les avant-signes et qui avaient le renseignement que ça allait arriver et qui n'ont pratiquement rien fait jusqu'à ce que l'attaque commence et après jusqu'à ce qu'ils s'organisent, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Leur temps de réaction a été très lent. Beaucoup des supporters ont été touchés. Vous avez vu ces films, toutes les actions antisémites. Et ça aurait pu être évité. Malheureusement, c'est un échec énorme. Est-ce que, je sais que c'est une question sensible, mais elle mérite d'être posée, est-ce qu'à Paris, par exemple, les agents du Shabak seront armés pour protéger la sélection israélienne de foot? C'est possible à Paris. Je ne suis pas sûr. D'après ce que je sais, à Paris, il n'y a pas de problème de porter des armes. Il y a des États en Europe qui ne permettent pas ni au Shabak ni à quiconque de venir armé. Mais je sais que chaque visite planifiée, on en discute auparavant et lors de précédentes visites, on n'avait pas le droit d'être armé. Donc on vérifie à chaque fois, selon les cas, pour vérifier si l'on peut changer les décisions et permettre aux gens d'être armés. Mais le Shabak, l'unité de sécurité des personnalités, c'est aussi sécurisé sans armes parce que ce sont des professionnels de très haut niveau. Et dans la protection d'une délégation, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'ont pas nécessairement besoin d'armes.
Merci beaucoup, Miki Weinberg. Plus de 25 ans passés dans cette prestigieuse unité de protection rapprochée du Shabak, l'unité 730, aujourd'hui PDG d'Octogone. Merci à vous. Merci. Oui, merci beaucoup à vous. Alors, puisqu'on parle justement de ces déplacements sous haute sécurité, Chani Guidalia a fait le point pour nous de ces déplacements, ou alors soit rester chez soi, soit partir à l'étranger pour les Israéliens, mais dans ce cas-là, il y a un prix à payer. Regardez. Des représentations sous haute surveillance. Au mois de mai, la représentante israélienne à l'Eurovision, Eden Golan, a bénéficié d'un dispositif de sécurité exceptionnel, le plus important pour une délégation israélienne. Elle était constamment entourée de gardes du corps et ses déplacements étaient limités aux répétitions. Le Shin Bet avait opéré plusieurs visites de repérage à Malmö en amont de l'arrivée de la chanteuse. Le nombre de membres de la délégation qui prendraient part au voyage a été revu à la baisse. Israël a aussi déconseillé à ses citoyens de se rendre dans la ville suédoise. 2 mois plus tard, les services de sécurité étaient en état d'alerte maximale en raison de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. Depuis l'attentat de Munich, chaque édition des JO implique une coordination entre les services de renseignement israéliens et les autorités du pays hôte. Les responsables olympiques israéliens ont d'ailleurs déclaré que le budget de sécurité pour les Jeux de Paris avait été doublé par rapport aux Jeux de Tokyo. En parallèle, tous les déplacements de comités d'entreprise et de personnalités politiques sont désormais concernés par un dispositif sécuritaire exceptionnel. Les forces de police et les services de renseignement travaillent ensemble pour élaborer des plans de sécurité spécifiques. Des équipes spécialisées comme des unités de contre-terrorisme sont aussi prêtes à intervenir rapidement en cas d'incident. Le dilemme se pose aujourd'hui entre la volonté de se déplacer et de voyager et les menaces sécuritaires que cela implique. Et pour aller plus loin justement dans ces questions, je me tourne vers vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. N, vous êtes policier belge. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas montrer votre visage ni entendre votre vraie voix. Mais on aimerait comprendre, est-ce que d'abord vous avez été surpris de ce déferlement de violence à Amsterdam et surtout le fait que la police néerlandaise ait été pointée du doigt? Tout d'abord, je ne suis pas surpris par les violences qui ont éclaté à Amsterdam. Selon moi, elles étaient à craindre comme elles sont à craindre partout en Europe. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe est devenue les nouveaux territoires de l'islamisme radical. L'information qui est diffusée par les médias est extrêmement biaisée. Elle dépeint Israël sous le plus mauvais jour. Et bien évidemment, cela contribue à attiser les haines à l'égard des Juifs. Sans compter que cette haine est alimentée à la fois par des partis qui surfent sur la vague à la recherche d'électorat et par des pouvoirs exécutifs qui malheureusement restent silencieux. Lorsque des policiers hollandais disent avoir reçu l'autorisation pour considération morale par leur hiérarchie de ne pas protéger des sites juifs, est-ce que là on n'a pas touché le fond? Alors, tout d'abord, moi je tiens à dire que je trouve cela extrêmement choquant. La mission doit passer bien avant les considérations politiques, les convictions personnelles. Malheureusement, il est clair que l'antisémitisme sévit également au sein de la police comme elle sévit au sein de la population. Les policiers ne sont qu'un échantillon de la population et évidemment, vous avez au sein de la police, tout grade confondu, et même dans des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, des policiers qui estiment que le 7 octobre s'inscrit dans un contexte que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais que ce sont des combattants de la liberté, et bien évidemment que ça peut influencer leur manière de travailler, ce que je trouve regrettable. Vous dites donc en substance que pour des policiers en Europe, il faut replacer le 7 octobre, le pogrom du 7 octobre dans un contexte. Votre réaction dans ce cas-là, c'est quoi? C'est d'argumenter?
Ce sont des discussions qu'à titre personnel, j'évite d'avoir. Je pense que la police n'est pas une institution dans laquelle nous devons prendre position sur des problèmes aussi graves. Nous devons faire respecter la loi et protéger les citoyens. Ouais. Est-ce qu'il s'agit là plus d'un épiphénomène ou d'un phénomène plus large? Je ne pense pas que ce soit un épiphénomène. Je pense que c'est la tendance générale, malheureusement en Europe. Encore une fois, les policiers européens ne sont qu'un échantillon de la population. L'antisémitisme ressurgit aujourd'hui de manière décomplexée au sein de la population et donc également au sein des forces de l'ordre. Maintenant, il est évident que, encore une fois, les convictions personnelles, aussi détestables et nauséabondes soient-elles, ne doivent pas prendre le dessus sur la mission. La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un ressortissant israélien ou un juif en Europe peut être inquiet vis-à-vis de ce comportement de certains policiers? Je pense qu'il faut éviter de créer la psychose, il faut éviter de sombrer dans la paranoïa. Le climat est effectivement tendu. Je pense que malheureusement aujourd'hui, dans certaines capitales européennes, des juifs doivent éviter d'afficher des signes ostentatoires de leur judaïcité. De la même manière, des gens qui soutiennent Israël ou qui sont de nationalité israélienne doivent éviter de s'afficher. On n'est pas encore dans la chasse systématique des Juifs. Je suis obligé de vous reposer la question finalement différemment. Est-ce que vous avez pu en discuter avec des cadres de pays européens ou d'autres collègues? Comme je l'ai déjà mentionné, j'évite de rentrer dans des débats politiques, que ce soit avec des collègues ou avec des supérieurs. Vous savez, aujourd'hui, dans les rues, on entend surtout ce qu'on appelle une minorité bruyante, et on nous dit, pour nous rassurer, que la majorité des gens ne soutiennent pas les violences et ne soutiennent pas le terrorisme ou le Hamas. Ce qui m'inquiète, c'est que cette majorité reste silencieuse. Merci beaucoup, N, policier belge, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Constat édifiant, Shani Guidalia, merci d'être avec nous. Constat édifiant parce que les supporters, par exemple israéliens, sont invités par Israël à ne pas se rendre en France. Exactement Mathias. C'est le bureau du contre-terrorisme qui a demandé aux supporters israéliens de ne pas se rendre en Europe, pas seulement en France, mais en Europe en général, même si les autorités israéliennes et françaises travaillent conjointement pour sécuriser le match et le stade. Pour ceux qui décident finalement de s'y rendre, Israël demande aussi de ne pas porter de signes distinctifs juifs ou israéliens, y compris s'ils commandent un taxi via une application. Je vous lis une partie du communiqué du Conseil de sécurité nationale. Des groupes qui veulent s'en prendre à des Israéliens ont été identifiés dans un certain nombre de villes européennes, notamment Bruxelles, les grandes villes britanniques, Amsterdam et Paris. Donc le message du gouvernement est clair. Les supporters israéliens sont invités à soutenir leur équipe, mais de loin, pour éviter tout risque inutile. Surtout qu'on sait à quel point ce match France-Israël était controversé. Il a divisé, même au sein de la classe politique française, pendant des semaines. Dans tous les cas, l'appel du bureau de contre-terrorisme a été renforcé avec ce qui s'est passé à Amsterdam la semaine dernière, et il souligne qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais qu'il y a eu des attaques qui ont été déjouées en Europe ces dernières semaines. Est-ce qu'on a une idée de savoir où va l'enquête, justement, concernant Amsterdam? Il y a plusieurs éléments qui ont été révélés et qui continuent d'être révélés petit à petit. Évidemment, c'est le caractère antisémite qui a été retenu. C'est une véritable chasse aux juifs qui a été lancée. Le bilan provisoire, c'est de 62 arrestations
arrestations, le gouvernement israélien estime que c'est trop peu, surtout quand on sait qu'il y a plusieurs dizaines d'Israéliens qui ont été blessés, 20 à 30 Israéliens, 5 qui ont dû être hospitalisés. Cet incident a conduit à une enquête conjointe entre les autorités israéliennes et néerlandaises avec des partages d'informations. Il y a aussi des protocoles de sécurité renforcés qui ont été établis pour les déplacements de supporters israéliens en Europe. Maintenant, sur les éléments qui ont été révélés, et d'ailleurs Mickey Weinberg en parlait un peu plus tôt, il y avait des signes avant-coureurs, il y avait des tensions la veille du match. Il y a plusieurs centaines d'Israéliens qui ont été pris à partie alors qu'ils étaient venus au casino. Il y a des taxis qui auraient fait aussi circuler les adresses des hôtels dans lesquels il déposait les Israéliens. Et puis il y a eu aussi des tensions après le match dans les jours qui ont suivi avec notamment les autorités qui ont décidé de prolonger, de donner une ordonnance d'urgence avec l'autorisation de fouilles préventives et l'interdiction de manifestations. Merci Chani Guidali. Alors on va poser une question qui nous taraude et je vais la poser à Stéphane Bitton. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien journaliste et rédacteur en chef de l'équipe. Une question qui nous taraude. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu des réactions aussi de joueurs actuels qui ont raillé ces violences ou qui les ont encouragées, est-ce qu'il y a un antisémitisme décomplexé aujourd'hui en Europe ? Évidemment. Depuis le 7 octobre, la parole s'est libérée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'antisémites ou moins d'antisémites depuis le 7 octobre, mais des gens qui s'expriment, oui, parce que des partis politiques importants, en France par exemple la France Insoumise, ont libéré la parole en étant eux-mêmes des responsables politiques avec une parole complètement irresponsable. Donc oui, effectivement, la parole s'est décomplexée et aujourd'hui, on n'a plus de raison de s'interdire de taper ou de déclarer des choses sur les Juifs et c'est tout simplement catastrophique. Après, je ne suis pas sûr, effectivement, que les choses aient changé. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans le prolongement de ce qui s'était passé après la Seconde Guerre mondiale. Donc la parole était un petit peu interdite. Moi, j'ai grandi dans une France où effectivement, ces mots-là n'existaient pas. Est-ce qu'il y avait moins d'antisémites ? Il y avait un antisémitisme que les anciens nous avaient transmis, qui était celui de l'extrême droite. Je me souviens, par exemple, étant un peu plus jeune, j'ai été moi-même au départ de ma carrière journaliste sportif, je voyais ces joueurs, par exemple, de la Lazio, souvenez-vous, qui couraient vers les supporters et qui faisaient le signe de Sieg Heil. Il avait été immédiatement condamné. Et là, j'ai l'impression que certains actes sont plus ou moins acceptés. Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas vu encore de gestes sur un terrain de football ou d'un autre sport. Maintenant que des sportifs, souvent musulmans, s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a une nouveauté. Évidemment, ce sont les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et quand les joueurs de la Lazio avaient fait effectivement le salut nazi, ils avaient été condamnés. Je pense qu'aujourd'hui, un joueur qui ferait salut nazi serait condamné aussi. Où qu'il soit, en tous les cas, ça susciterait effectivement le courroux. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est un immense espace de liberté, souvent anonyme, caché derrière un surnom. J'ai moi-même essuyé ce genre de choses, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Stéphane Bitton, mais souvent... des gens ont pu me dire des choses très désagréables, cachées derrière un pseudo. Donc, je pense que malheureusement, ça a toujours existé. Ça vous choque ? Ça vous choque ? C'est-à-dire que vous êtes ancien rédacteur en chef de France Football, de l'équipe, ce sont des journaux prestigieux, et que pour ces pseudos intellectuels, eh bien, vous n'êtes qu'un juif. Mais tout à fait. Mais je vais vous dire, alors c'est peut-être l'expérience ou l'âge, mais je ne me suis jamais fait d'illusions. Ma mère a connu la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est cachée, elle est passée en zone libre. Enfin bon, j'ai été bercé par ça, par mes grands-parents, par mes parents. Donc finalement, je suis pas vraiment surpris. Je suis horrifié par ce qui se passe. Je suis inquiet pour mes enfants, pour mes petits-enfants.
Et je constate qu'effectivement, la parole s'est libérée en Europe. Mais il ne faut pas se tromper non plus. L'antisémitisme aujourd'hui, en tous les cas, les actes antisémites qui ont augmenté en France, puisqu'on en compte 887 seulement déclarés d'abord et seulement au premier semestre 2024, ces actes antisémites ne sont pas pratiqués par n'importe qui, sont pratiqués souvent par des gens qu'on dit avec pudeur, connus des services de police, ou en tous les cas qui sont souvent impliqués dans d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme, mais plutôt avec la drogue ou le grand banditisme. Donc, ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est la même chose. Je pense que c'est souvent... Malheureusement, on peut faire l'amalgame de ce qu'on appelle ici en France des racailles. Et je pense que les actes antisémites, par exemple, ont bien augmenté dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, où de nombreux députés LFI sont élus et maintenant siègent à l'Assemblée nationale et déversent leur antisémitisme traditionnel d'extrême gauche, parce qu'il n'est pas nouveau, il existe depuis la fin du 19e siècle. Ça sera ma dernière question assez rapidement. Est-ce que cette parole libérée ou de certains propos jugés antisionistes ou antisémites est arrivée en équipe de France ou pour l'instant elle est protégée? Je vous vois sourire assez rapidement. Oui, écoutez, je suis pas dans la tête des joueurs, mais je me fais pas d'illusions. Maintenant, pour l'instant, effectivement, c'est plutôt contenu et c'est dans l'intérêt de ces joueurs. Donc, je pense qu'ils ont des conseillers en communication qui, effectivement, leur demandent de rester en dehors, même si naturellement certains ont déjà pu se lâcher sur les réseaux sociaux au nom de leur liberté d'expression, mais je ne me fais pas d'illusions non plus quant à certains joueurs de l'équipe de France. Merci infiniment Stéphane Bidon, ancien rédacteur en chef de l'équipe et de France Football. Vous êtes journaliste aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. On se retrouve très vite. À très vite.